Bonjour à toutes et à tous. Christophe Hérault, et c'est un plaisir d'être avec vous ensemble sur ce webinaire. Nous avons eu l'occasion éventuellement avec certains d'aborder des thématiques différentes dans le cadre de notre partenariat avec Combiner Gestion de Patrimoine, Institut du Patrimoine Rhône-Alpes, que je représente en tant que dirigeant. Nous avions abordé des thématiques jusqu'à maintenant d'ordre financier, d'optimisation de placements financiers. Ce que je vous propose dans cette heure de webinaire, c'est d'expliquer les stratégies immobilières qu'il faut adopter et quels sont les critères qu'il faut retenir dans une stratégie immobilière qui soit la plus pertinente qu'il soit. Et vous verrez qu'en conclusion, les stratégies immobilières, elles sont inhérentes à un conseil patrimonial réalisé en amont pour définir les critères des critères financiers qui permettraient de se constituer un patrimoine immobilier et pas que ces éléments-là, mais aussi l'impact fiscal. Donc, ce que je vous propose dans cette heure-là de présentation, c'est que nous puissions aborder ces thématiques-là sur différents angles. Très rapidement, nous parlerons ensemble de l'intérêt d'investir dans l'immobilier d'investissement. Pourquoi et quels sont les intérêts majeurs de se poser ces questions-là de stratégie immobilière aujourd'hui. Nous verrons ensemble aussi en quelques mots les types de location, puisque quand on parle d'investissement immobilier, il peut y avoir différentes mises en location de ce bien immobilier que vous investirez. Et ensemble, nous aborderons de façon plus précise l'ensemble des dispositifs immobiliers, et Dieu sait si effectivement ils sont nombreux, et ils offrent tout un chacun des intérêts majeurs sur différentes thématiques et selon différentes stratégies qui aura été mis en place grâce à un conseil patrimonial global et efficace. Donc, nous aborderons en partie 3 les différents dispositifs immobiliers que certains d'entre vous ont pu d'ores et déjà mettre en place. Donc, je suis à l'écoute potentiellement de questions que vous avez sur l'immobilier que vous avez déjà éventuellement investi et nous aborderons les intérêts des différents dispositifs pour les futurs investisseurs de demain, que vous êtes peut-être. L'intérêt, pourquoi investir de l'immobilier, et notamment de l'immobilier d'investissement, versus placer ses liquidités dans différents supports de placement financier qu'on avait analysé lors des webinaires précédents. Quel est l'intérêt d'allouer une partie de son patrimoine vers l'immobilier d'investissement? Donc, en quelques chiffres, nous expliquerons l'intérêt d'investir dans l'immobilier et les critères qu'il faut prendre en considération pour définir une stratégie immobilière d'investissement. Pourquoi l'immobilier? Tout simplement parce qu'il y a un besoin. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise que vous êtes également, dans votre activité, vous définissez toujours, bien entendu, quels sont mes futurs clients et est-ce qu'il y a un marché dans l'activité que je développe sur mon entreprise. Ben, j'ose dire qu'à titre particulier, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un marché de l'immobilier aujourd'hui qui répond à un besoin, ou à l'inverse, est-ce que le marché immobilier est saturé et auquel cas, la demande n'étant pas aussi prégnante que ça, investir dans l'immobilier pourrait se trouver être difficile. Là, à l'inverse, on a véritablement un besoin de façon assez globale. Pourquoi? Parce qu'il y a la démographie. De plus en plus, et heureusement, nous vivons de plus en plus vieux. Ça veut dire que de plus en plus de logements sont nécessaires pour pouvoir loger l'ensemble de la population, lié à l'allongement de la durée de la vie. De la même manière, un des critères essentiels sur lesquels nous ne pouvons rien, c'est les changements sociétaux, les changements de vie sociale. Et de plus en plus, depuis maintenant de quelques décennies, les phénomènes de décohabitation liés à des divorces, à des familles recomposées, fait que la demande de logements nouveaux est toujours présente et importante. De la même manière, un solde migratoire positif est un élément aussi majeur qui explique en quoi les besoins de logement sont aujourd'hui présents. Et d'ailleurs, à ce titre-là, en quelques chiffres clés, on estime, et l'INSEE estime aujourd'hui, qu'on a un déficit en France estimé à 500 000 logements. On pourrait aussi parler d'un déficit à la fois en nombre, mais en logement qui répond à des normes de critères d'habitabilité et de critères d'économie d'énergie sur les logements. Je dirais en toute réellement, si je pouvais m'exprimer un peu trivialement,
peut-on considérer comme étant des logements vacants, des logements qui sont des passoires énergétiques demain? À ce titre-là, on estime un déficit de logement aussi au travers des logements qui sont habitables et qui répondent à des critères d'habitabilité réels. D'ailleurs, à ce titre-là, que ce soit le Conseil de l'Ordre des architectes ou bien la Fondation Abbé Pierre estime aujourd'hui qu'il y a 3 500 000 Français qui sont mal logés. Donc, au-delà d'avoir un déficit de logement, il y a un déficit également de logement qui répond à des critères d'habitabilité et d'économie d'énergie intéressantes et importantes. Donc, une demande et en face, on voit un déficit d'offres. Donc, investir dans l'immobilier, c'est répondre à un besoin et c'est de se dire on est sur un marché qui reste encore aujourd'hui porteur en termes de logements à mettre à la disposition de futurs locataires. On est bien dans l'immobilier d'investissement, c'est-à-dire l'immobilier qui aura en face de vous, propriétaires, des locataires. On parle de locataires, du coup, pourquoi investir dans l'immobilier? C'est aussi un rempart contre l'inflation. Rempart contre l'inflation, on le voit aujourd'hui, hein, on entend beaucoup de choses depuis maintenant le post-Covid et la reprise de l'économie depuis quelques mois. Et on voit une tension sur l'inflation et la tension sur les prix. Et aujourd'hui, si on regarde depuis 2003 ici, donc pratiquement 20 ans, j'ai pris ici l'indice de référence des loyers, la base de la potentielle revalorisation de vos loyers que vous pouvez indexer dans le cadre des baux d'habitation que vous concluez avec les locataires. Et bien, cet indice de revalorisation des loyers a évolué à hauteur de 1,50%, 53% par an depuis 20 ans maintenant, avec quelques aléas, mais on voit une tendance de 1,5% par an. Et bien, par rapport à l'inflation qui serait de 2%, je vais aussi comparer cet indice de revalorisation des loyers à l'indice de revalorisation des pensions, si on est dans une stratégie de se préparer des revenus complémentaires pour la retraite. Je pense, et nous pensons je pense collectivement, que les retraites des futurs retraités de demain auront du mal peut-être à évoluer à hauteur de 1,5% tous les ans. Les loyers, qui peuvent être, et qui, pour certains d'entre vous, peuvent être des revenus complémentaires à la retraite, évoluent au travers de l'indice de référence des loyers à hauteur de 1,50 depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est un rempart contre l'inflation. Donc, premièrement, un besoin. Deuxièmement, un rempart contre l'inflation. Troisièmement, on va regarder la rentabilité cumulée de l'immobilier depuis une cinquantaine d'années. C'est ce que je vous propose de faire là. La rentabilité, c'est le couple entre le rendement qui est les loyers dégagés annuellement par rapport au prix de l'investissement, plus la plus-value potentielle à la revente, soit à l'estimation de son patrimoine. J'ai investi 200 000 € à Lyon dans les années 2000. Cet investissement-là, aujourd'hui, si je le revends ou si je le fais expertiser par les agences immobilières, m'en donne plutôt, si ce n'est pas 200 000 €, ça va être plutôt 250 ou 300. La plus-value rentre dans la rentabilité. Donc, rentabilité cumulée, c'est à la fois les loyers, les rendements, plus la plus-value potentielle. Et si on regarde sur une durée de 50 ans, on voit que parmi les différentes classes d'actifs patrimoniaux, on va du livret A jusqu'au marché des actions. L'immobilier se porte très, très bien puisqu'on est en deuxième position sur une rentabilité cumulée. Le premier marché, c'est le marché des actions, mais on voit que sur le marché des actions, on est sur des aléas et ce qu'on appelle la volatilité des marchés. Celui qui a effectivement posé 100 000 € à l'aune juste au début de la crise en 2000-2010 des nouvelles techno, il ne va pas me dire la même chose en termes de rentabilité. À l'inverse, globalement, s'il a investi juste après la première phase du Covid, depuis 1 an et demi, le marché des actions surperforme n'importe quelle autre classe d'actifs. Le marché action, on est sur une stratégie, on est sur de la volatilité des marchés, mais sur une durée longue de 50 ans, on voit que ça a été le meilleur. L'immobilier se trouve juste après. Et on voit que, bien entendu, on est bien d'accord ensemble, le livret A, on le voit ici, plus 620% sur 50 ans. Bref, on n'est vraiment pas sur l'investissement, on est vraiment dans l'épargne de précaution. Et c'est le livret A, c'est l'argent qui est mis pour faire face à des besoins de dépenses à tout moment. Je dis ça parce que quand on entend qu'il y a 2 000 milliards d'épargne qui a été constituée avec la phase de Covid et qui est essentiellement sur les comptes courants et les livrets réglementés, on a le droit de se poser des questions sur le bien fondé de continuer à être sur ces montants-là.
Voilà. Donc, du coup, on voit l'intérêt de l'investissement immobilier, rempart contre l'inflation et sur une durée longue, un niveau de rentabilité cumulée qui est vraiment performant par rapport à d'autres classes d'actifs que vous pouvez mettre en place dans votre diversification patrimoniale. Donc, pour ces raisons-là, intérêt de s'y intéresser de façon assez forte. Et puis, il y a un quatrième argument qui a tout son sens, c'est que globalement, vous avez la capacité, en faisant de l'immobilier, en investissant dans de l'immobilier, de pouvoir utiliser le levier de l'emprunt, caractéristique que vous ne pouvez pas faire, bien entendu, lorsque vous allez faire des placements financiers. En France, on ne peut pas emprunter pour se constituer un patrimoine financier. On peut emprunter, et Dieu sait si aujourd'hui ça a tout son sens, puisque les taux d'intérêt à moyen terme et long terme sont aujourd'hui ridiculement bas par rapport à ce qu'ils étaient il y a de ça quelques années. Donc, du coup, l'intérêt, c'est d'utiliser le levier de l'endettement le maximum possible, et ça, c'est permis pour l'immobilier. Donc, bien entendu, l'immobilier, c'est se constituer un patrimoine complémentaire. Et chose importante, on y reviendra, un patrimoine complémentaire, à partir du moment où on a utilisé le levier de l'endettement, vous protégez votre conjoint, vous protégez vos enfants contre les vicissitudes et les aléas de la vie qui sont bien entendu au pire le décès, mais également l'invalidité permanente qui ferait que pendant la durée du prêt, si cet accident, ces aléas de la vie venaient à se produire, l'assureur viendrait à rembourser le capital restant du prêt réalisé et du coup vos héritiers, votre conjoint, vos héritiers se retrouveraient protégés dans le sens où le bien serait complètement libre de tout engagement financier, donc potentiellement être revendu et touché et verser du cash, ou alors continuer à être présent dans le patrimoine de vos héritiers, mais avec une rente locative dénuée de mensualité de crédit. Donc, on utilise, grâce au levier de l'endettement, une stratégie forte qui est une stratégie de protection. Et puis, le troisième intérêt de l'immobilier, c'est également la préparation de revenus complémentaires à la retraite, on l'a vu tout à l'heure, qui était un rempart sur l'inflation, puisqu'on peut imaginer également que lorsqu'on est à la retraite, l'endettement personnel, on l'aura limité à sa plus simple expression et que du coup, les rentes perçues deviendront un complément de revenu à la retraite, chose qui, pour les jeunes générations, et j'en échangeais encore ce matin, pour certains en tout cas, des jeunes générations se posent cette question-là et entre vous et moi, ils me disent une seule chose, mais vous savez, moi, la retraite de mes parents ou de mes grands-parents, je suis sûr que globalement, je ne la percevrai pas au même niveau, voire même zéro. Donc, du coup, comment je peux faire pour commencer dès le plus jeune âge, en tout cas à 30, 35 ans, de me constituer ce besoin de revenus de retraite à la retraite, de revenus complémentaires. L'immobilier participe donc activement. Et puis, bah, si on a et le quatrième levier par rapport à l'aspect de l'immobilier, c'est l'aspect impôt. Et certains dispositifs, on va le voir, permettent de constituer un patrimoine, se protéger, avoir des revenus complémentaires à la retraite, tout en ayant une partie de l'investissement qui soit payée par l'État au travers de l'économie d'impôt générée. On va le voir ensemble, c'est à la fois de l'économie d'impôt, mais aussi tout investissement immobilier peut être aussi pourvoyeur d'imposition supplémentaire. D'où l'intérêt d'un conseil patrimonial en bonne et due forme pour regarder l'impact de l'investissement sur la fiscalité d'après. Et utiliser éventuellement des stratégies immobilières qui vous permettent également d'avoir une économie d'impôt tout en investissant un bien immobilier et donc un patrimoine complémentaire. Là, on commence à rentrer dans des stratégies fiscales et patrimoniales. Et c'est là tout le sens de notre présentation qui va suivre. Donc, en quelques mots, se constituer un patrimoine avec très peu de fonds propres, c'est bien entendu l'intérêt d'utiliser la capacité d'endettement que vous avez pour justement profiter de l'effet de levier à plein de l'emprunt. Quand on parle d'effet de levier et de la capacité d'endettement, ça veut dire qu'il faut savoir quel montant nous sommes et vous êtes prêts à pouvoir allouer à un financement bancaire. Donc, bien entendu, il est important qu'on se rapproche des interlocuteurs bancaires qui vont nous prêter de l'argent. Bon, ils vont faire ce calcul-là. Vous avez sans aucun doute eu l'occasion d'échanger avec vos banquiers sur ces sujets-là. Il faut juste savoir qu'il y a deux types de calculs de taux d'endettement.
qui ne doivent pas dépasser 35% aujourd'hui, avec une réglementation qui est de plus en plus rigide de la part de l'autorité de contrôle prudentiel qui régit et qui envoie des indications aux différents interlocuteurs bancaires sur les contraintes, en tout cas sur les respects de certains niveaux de critères d'endettement à ne pas dépasser. Bien entendu, le train de vie peut être quelquefois, quand je dis parler, c'est le train de vie qui peut être aussi analysé, parce que bien entendu, avoir 35% quand on gagne 2 000 euros, c'est pas la même chose que 35% quand on gagne 100 000 euros par an. Mais de plus en plus, les critères sont restrictifs auprès des banques. Donc là aussi, nécessité d'évaluer sa capacité d'endettement avec les interlocuteurs financiers. Bien entendu, dans le calcul d'endettement, on prend à la fois les mensualités que vous avez d'ores et déjà, ou les loyers lorsqu'on est locataire, plus l'ensemble de tous les prêts à la consommation, les leasings sur les voitures. Et vous évaluez l'échéance de prêt sur une nouvelle opération à faire, et c'est là que vraiment, en fonction du pourcentage qu'il nous faut atteindre, on va pouvoir déterminer le capital à emprunter. Et on prend en considération au dénominateur les loyers, dans le calcul intégral, les loyers perçus potentiellement sur le nouvel investissement, avec un taux de 70% que les banques apprécient pour mettre en évidence l'aléa potentiel sur les risques de loyer impayés, et puis également toutes les charges nécessaires, charges de copropriété ou d'autres éléments. Donc, c'est 70%. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de ces éléments-là, mais en tout cas, c'est un des critères importants avant tout investissement, c'est de connaître sa capacité d'endettement. Aujourd'hui, la capacité d'endettement dans 2 ou 3 ans et dans le futur. À partir du moment où cette capacité d'endettement et ce calcul est fait, on peut envisager du coup d'utiliser le levier du crédit à hauteur de tant d'euros, de tant de capital emprunté. Et du coup, une stratégie immobilière se fait jour. Je parlais tout à l'heure de protection. Donc, bien entendu, la protection, elle passe par ce que j'évoquais tout à l'heure, l'assurance d'essai à l'invalidité, qui est aussi un des éléments majeurs de négociation avec les interlocuteurs financiers. C'est à la fois le taux nominal du prêt et le taux d'assurance d'essai à invalidité à prendre en considération. Et pour moi, on échangeait également ce matin, et c'est un des éléments essentiels parce que c'est un élément essentiel de protection vis-à-vis de vos héritiers, de vos conjoints, puisque souscrire une assurance d'essai, c'est de se dire le jour où je le souscris, je sais que c'est l'investissement que je projette. Si jamais il m'arrive quelque chose, mon conjoint, mes héritiers seront protégés sur ce capital-là. Donc, elle est aujourd'hui à des taux qui restent néanmoins assez peu élevés par rapport à la sécurité qu'elle pourvoit et qu'elle octroie. Elle est peu élevée et en plus, elle est déductible fiscalement, on va le voir tout de suite. Et puis, en synthèse, depuis toujours, il existe des réductions fiscales qui ont été proposées aux investisseurs par les gouvernements successifs. Je vous les ai mis tout ça je les ai jetés tous depuis les programmes de réduction d'impôts au travers des réductions fiscales, au travers de l'investissement immobilier dans le neuf. Ils ont tous un point commun, ce sont des investissements qui sont dans le neuf ou dans la réhabilitation de l'ancien pour être quelque chose qui est similaire à du neuf, et qu'ils ont le point commun d'être dans l'obligation d'une location nue, c'est-à-dire d'une location à des gens dans le but d'être la résidence principale des locataires. Ces dispositifs ont néanmoins, ils peuvent avoir eu pour certains des détracteurs, mais néanmoins, il faut savoir que 30 à 60% de la promotion, des investissements de la filière promotion neuve se sont réalisés grâce à ces dispositifs successifs. Aujourd'hui, ça a contribué à 20 000 à 70 000 logements par an depuis 25 ans. Donc, une incitation qui a eu le retour. En termes de satisfaction aussi et de résultats positifs par rapport à l'objectif qui était de créer des nouveaux logements. C'est des dispositifs qui sont gouvernementaux, donc par définition, 2022 va être une année d'élection majeure présidentielle, et bien entendu, il est fort à parier que d'autres dispositifs puissent voir le jour dans les prochaines années. On y viendra, je vous les ai tous laissés et listés ici. Pourquoi? Parce que tous, globalement, sont encore pour certains effectifs dans vos déclarations fiscales, mais vous les avez tous ici. Souvent, ils font l'objet soit de crédits d'impôt, de réduction d'impôt,
aujourd'hui avec les niches fiscales, soit alors d'amortissement du prix de revient de l'acquisition. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ils ont été, avec une petite joke quand même, avant de passer à la phase d'après, les gouvernements et les cabinets ministériels sont très imaginatifs, va-t-on dire. Et donc, du coup, cette imagination-là, il faut savoir la décrypter pour savoir si tel ou tel dispositif est plus intéressant que l'autre. Les types de location. Eh bien oui, effectivement, faire d'investissement immobilier et l'immobilier d'investissement, ça veut dire que globalement, ce bien-là, vous allez le mettre en location à des locataires. Ben, on peut mettre en location de deux façons différentes. Soit on loue un bien dit nu, c'est-à-dire que globalement, les locataires investissent les meubles, le canapé, la chambre, les équipements, certains équipements électroménagers. C'est de la location nue. On est sur une activité civile, on relève fiscalement du régime des revenus fonciers. On peut également, ces logements-là, avec un bail de meublé, le louer meublé. C'est-à-dire que vous mettez à disposition d'un locataire, pas exclusivement l'appartement ou la maison, mais un appartement équipé avec les meubles et avec certains types de meubles, on va le voir. Et du coup, là, vous êtes sur une fiscalité qui n'est pas celle de la fiscalité des revenus fonciers. Vous allez être sur une fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux, que certains, bien entendu, d'entre vous connaissent. Et ça veut dire que, globalement, vous avez une activité commerciale au sens fiscal du terme. Ça veut dire que, globalement, on va se rapprocher bigrement de quelque chose que vous connaissez dans vos activités professionnelles. Fournir une prestation de service qui est de fournir des meubles, un aménagement immobilier de l'appartement, est une activité commerciale au sens strict. Si vous n'avez pas de prestations para-hôtelières en plus des meubles fournis, vous n'êtes pas à la TVA, pour répondre à certaines interrogations. Voilà, rapidement, les revenus fonciers, ça on va passer très vite, vous connaissez ça sans doute d'ailleurs aussi bien que moi, ça relève des revenus fonciers, c'est à la fois les propriétés bâties, les propriétés non bâties, et les revenus tirés de sociétés civiles immobilières qui sont à l'impôt sur le revenu. Qui sont les personnes qui sont imposables? C'est les propriétaires ou les copropriétaires, bien sûr, lorsqu'on a un investissement qui a été réalisé avec d'autres personnes, mais également les usufruitiers dans le cadre de donations de succession, où l'usufruitier, c'est celui qui reçoit les revenus. C'est celui qui peut aussi en user de l'appartement, c'est-à-dire y habiter, mais c'est celui aussi qui reçoit les revenus tirés de ses locations d'investissement immobilier. Donc, par définition, il reçoit les revenus, c'est lui qui l'impose. Le nu propriétaire ne déclare rien. Il n'est pas imposable sur quoi que ce soit. On relève du micro-foncier si on a des recettes inférieures à 15 000 € de plein droit. C'est-à-dire que vous allez avoir à ce niveau-là un abattement de 30% sur les revenus fonciers que vous dégagez. Mais vous pouvez aussi, sur option, pendant une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, opter pour le réel ou foncier afin de pouvoir déduire l'ensemble des dépenses. Il s'entend à la fois des intérêts d'emprunt, mais également de tous les travaux que vous êtes amené à faire dans l'appartement ou dans la maison qui sont déductibles. Certains ne le sont pas, faire attention, la piscine, c'est pas bon, l'agrandissement d'une maison, c'est pas bon non plus, mais la rénovation de l'intérieur de la maison, oui, attention à tout ce qui est rénovation des combles. Sur une maison, ok, sur un immeuble, non. De plein droit, donc on est effectivement de plein droit si effectivement on dispose, dans le cadre des revenus fonciers, d'un dispositif de défiscalisation qu'on va voir tout à l'heure. L'option est globale, c'est-à-dire que globalement, si vous avez 2 ou 3 investissements, vous ne pouvez pas opter au micro-foncier pour l'un et opter au réel pour l'autre. Elle est globale, donc il faut avoir une analyse globale de l'intérêt d'avoir 30% sur les revenus globaux ou parce que vous avez fait des travaux importants à un instant T, voir si ces travaux-là ont intérêt à faire en sorte de passer aux revenus réels pour pouvoir déclarer fiscalement beaucoup moins que les 70% des recettes lorsqu'on est au micro. Vous connaissez ça. Je passe assez vite, vous aurez ça sur le support. Ce déficit foncier, lorsque vous faites des gros travaux, peut être imputable sur vos revenus globaux l'année où vous réalisez les investissements. Si globalement, vous avez un déficit imputable jusqu'à 10 700 € et pas plus,
le solde du déficit qui ne serait pas imputable sur le revenu global. Donc là, on a une économie d'impôt, on est d'accord, puisqu'on va diminuer les salaires ou les revenus d'associés gérants majoritaires à hauteur de 10 700 €. Si on est dans une tranche à 30% ou 41%, vous avez l'économie d'impôt de la première année. Les années suivantes, le déficit va être reportable pendant une durée de 10 ans sur les revenus futurs. Donc là aussi, on rentre déjà dans une stratégie qui est pour des contribuables qui avaient des revenus fonciers importants, avoir l'occasion de soit faire des travaux sur l'immobilier que vous détenez, soit d'investir de nouveau de l'immobilier avec le recours au prêt, mais avec de l'immobilier qui nécessite des travaux importants avant d'être mis en location. Donc là, on touche déjà effectivement une optimisation fiscale sur le I de IRPP, l'économie d'impôt. Et puis l'autre fiscalité, c'est la location meublée. De la location meublée, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir un logement équipé. Et donc le mobilier nécessaire, vous avez ici la liste, il y a 11 équipements nécessaires. Donc, ce n'est pas exclusivement, donc voilà, vous avez cette liste-là. Oui, c'est important parce que sur le plan juridique, il peut y avoir des contrôles. Vous avez, lorsque vous faites une fiscalité meublée, vous devez faire un nouveau bail qui n'est pas un bail 369, mais un bail de 9 mois ou 1 an, renouvelable par sa titre reconduction annuellement. Ça, c'est un immense intérêt aussi parce que du coup, ça vous rend la capacité à pouvoir disposer du bien pour vos enfants, par exemple, bien avant le bail de 369 sur les revenus fonciers. Donc là aussi, il y a une stratégie qui est de dire je passe en meubler un appartement. Pourquoi? Parce que dans 1 an ou dans 2 ans, je veux pouvoir le récupérer pour mes enfants, par exemple. Et ces revenus-là, c'est du revenu BIC. Et donc, du coup, comment se traitent les revenus BIC? Là aussi, on peut être au micro-BIC. Et dans le micro-BIC, il ne faut pas avoir des recettes supérieures à 72 600 €. Il faut exercer en nom propre en entreprise individuelle. Et vous avez ici l'abattement. Tout à l'heure, on a parlé de 30% sur les revenus fonciers. Et bien, quand vous êtes en BIC, vous avez un abattement de 50% sur les recettes. Donc, vous ne déclarez fiscalement que 50% au lieu de 70% foncier. Ça va même jusqu'à 71% lorsque vous louez des appartements, alors des chambres d'hôtes ou meublés de tourisme. Meublé de tourisme veut dire globalement des appartements meublés dans le diffus, hein, pas exclusivement les résidences, on va le voir tout à l'heure, mais dans le diffus, à condition que les zones et que la commune soient labellées commune touristique. Donc là, il s'entend par exemple les communes dans les Alpes, hein, dans certaines stations des Alpes ou sur la Côte d'Azur. Renseignez-vous, mais globalement, à ce titre-là, les loyers seraient abattus en termes d'abattement fiscal de 71% en micro. Cet abattement, par contre, vous ne pouvez pas déduire toutes les autres charges. Donc, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont plus de prêts dessus et pas de travaux importants à réaliser sur ces appartements-là. Lorsqu'on a des travaux importants, ou on peut également opter au réel, et vous connaissez le réel lorsqu'on est en BIC, on reste non professionnel éventuellement. Donc, du coup, étant non professionnel, on ne paye pas des cotisations sociales si on est non professionnel en entreprise individuelle. Par contre, on doit faire une petite comptabilité que Axence fera plaisir de faire. Elle est assez simple, hein, puisque c'est des recettes locatives et des dépenses qui sont assez peu importantes en termes de nombre de factures. À partir du moment où on fait une déclaration au réel, on va pouvoir, et c'est tout l'immense avantage, prendre en considération l'ensemble des dépenses, bien entendu, toutes les charges déductibles, celles qu'on avait vues en revenu foncier par exemple, et pas que, et vous allez pouvoir amortir comptablement, c'est la ligne ici, amortissement de l'immeuble et l'amortissement des meubles que vous y mettez, sur une durée de 7 ans ou entre 20 et 25 ans pour l'immeuble. L'amortissement comptable, vous connaissez ça lorsque vous êtes en fiscalité de votre propre entreprise, vous permet de passer une charge fictive, d'accord, fiscalement entendant, sur les recettes. Donc les recettes moins toutes les charges qui sont les mêmes qu'en foncier. On rajoute même les frais d'acquisition, c'est-à-dire les frais de notaire, et toutes les charges, et en plus de ces charges-là, vous amortissez l'immeuble. Et donc, lorsque vous investissez, par exemple, dans des zones où l'immobilier est assez élevé, hein, j'entends Lyon, j'entends Paris, j'entends d'autres villes de métropole, par exemple métropole, mais même des petites communes aujourd'hui. Quand vous mettez l'amortissement de l'immeuble, globalement, vous tamponnez, et cet amortissement il dure pendant 20 ou 25 ans, et ça veut dire que vous allez avoir des recettes
fiscale des résultats fiscaux égale à 0 pendant 20 ou 25 ans. Avoir des recettes supplémentaires, y compris en complément de revenus à la retraite, non imposables pendant 20 ou 25 ans, ça commence à m'intéresser. Ça commence à vous intéresser sans doute. Donc, j'oserais dire que ici, le meublé, c'est la dernière niche fiscale immobilière qui a du sens. Si je prends un financement bancaire, ça veut dire que vous faites un financement sur 20 ou 25 ans, vous déduisez pas exclusivement les intérêts, vous pouvez déduire à la fois les intérêts et finalement le capital du prêt. C'est le seul typologie d'actifs immobiliers dans lequel on va pouvoir fiscalement déduire la mensualité par rapport au loyer encaissé. Donc, autant vous dire, et quand vous faites votre calcul, qu'on est rarement dans une opération blanche quand on investit à 100% par un levier de financement. On va être à 0 fiscal pendant 20 ou 25 ans, donc pas d'impôt supplémentaire. Et je voudrais dire quelque chose quand on parle d'économie d'impôt. La meilleure économie d'impôt, quelquefois, c'est l'impôt que nous ne payons pas, vous ne payez pas sur des revenus complémentaires que vous avez. C'est comment avoir des revenus supplémentaires à vos salaires sans que ces revenus-là soient imposables. Je passe assez vite sur ces choses-là. Pour justement, et on y reviendra d'ailleurs, quand on va analyser maintenant, sur la demi-heure qui nous reste, l'ensemble des dispositifs immobiliers qui sont aujourd'hui à notre disposition et à votre disposition lorsqu'on a au préalable défini sa capacité d'endettement, sa fiscalité. On va du coup choisir différents types de dispositifs qui vont répondre à ces stratégies-là. On va parler de la loi Pinel, qui est le dernier dispositif en vigueur de réduction d'impôts. On va revenir sur un peu la location non professionnelle, Malraux, monument historique, et on aura un point sur l'aspect de l'immobilier au travers de sociétés civiles de placement immobilier. Dispositif Pinel, rapidement, vous dire que vous avez des réductions d'impôts, ce n'est pas un crédit d'impôt, autant pour nous, hein, il y a une erreur sur le support, c'est une réduction d'impôt qui est octroyée aux contribuables à certaines conditions, qui est d'investir dans le neuf, dans des locaux neufs, qui répondent à des normes énergétiques, classement énergétique sur le diagramme ABCD, ABC, d'où l'absence de travaux sans aucun doute pendant les 10 premières années, d'où aussi un investissement qui, dans la durée, sera sans doute potentiellement assez aisément revendable s'il y avait besoin dans quelques années versus de l'immobilier ancien qui sont des passoires énergétiques qu'on peut certes rénover, mais qu'on peut rénover tout en ayant quelquefois des difficultés à devenir ABCD en termes de classification énergétique. Donc là aussi, il y a un intérêt qui est dans le neuf, cet aspect-là de valorisation malgré tout du bien à terme. On va en parler par rapport au prix d'acquisition et les questions qu'on peut avoir sur ce registre-là. 12% de réduction d'impôt sur le prix d'investissement. Vous investissez 100 000 euros, 12 000 euros de réduction d'impôt. 200 000 euros, 24 000 euros de réduction d'impôt sur une durée de 6 ans, à hauteur de 2% par an pendant 6 ans. 2% par an pendant 9 ans fait que la réduction d'impôt sera de 18%, soit 18% du montant du bien qui sera financé par l'État au travers des réductions d'impôt octroyées dans vos déclarations d'impôt. 21% sur un engagement sur 12 ans. 2 fois 9, 18, plus 1% entre la 10e et la 12e année. Le Pinel, depuis 2015, on peut louer à des descendants, des enfants, à condition qu'ils ne soient pas dans le foyer fiscal, donc un calcul à faire. On peut également louer à des ascendants, c'est-à-dire à nos aînés. Là, pour le coup, par définition, ils ne sont plus dans le foyer fiscal. Ils ne sont pas dans le foyer fiscal. Attention, le plafond de réduction d'impôt est de 6 000 euros par an, soit un investissement de 300 000 euros. Vous investissez 400 000 euros sur un bien immobilier en Pinel, il ne sera pris en compte que 300 000 euros pour le calcul des 18%. Là aussi, stratégie, faire en sorte que globalement, on se rapproche de quelque chose qui soit optimal avec un prix d'investissement qui soit autour de ces 300 000 euros, ce qui aussi limite après la zone géographique. On va y venir. Troisième critère, c'est effectivement un loyer
un prix de revient qui ne doit pas être, tout ce qui dépasse 5 500 € par mètre carré n'est pas pris en compte dans la réduction d'impôt. Vous investissez un appartement qui, au prix de revient, à 6 000 € du mètre carré. Les 500 € du mètre carré multipliés par 40 mètres carrés, 5 x 4, 20, les 20 000 € ne seront pas pris en compte dans la réduction d'impôt. Donc là aussi, limite, attention à ces éléments-là aussi dans la stratégie et dans le typologie de biens que vous investissez. Il faut savoir que le Pinel, il a été depuis quelques années au niveau réduit en termes d'emplacement. Il représente aujourd'hui, il n'y a que 5,2% des villes qui sont concernées, 2100 communes, par contre, qui regroupent 45% de la population française. On va le dire ensemble, globalement, on est dans les grandes métropoles. Donc, il y a une tendance à cette métropolisation-là et un besoin. Qui dit effectivement 45% de la population française, vous êtes dans des zones où, globalement, il y a une demande de logement, et une offre qui n'est pas encore suffisamment au rendez-vous par rapport à la demande de locataires à pouvoir se loger dans ces villes-là. Donc, ça veut dire que le critère de risque de loyer, de risque de vacances locatives est sans aucun doute beaucoup plus limité en tant qu'investisseur sur ce dispositif-là. Vous avez aussi des plafonds de revenus des locataires. Juste pour indication, on n'est absolument pas dans des revenus qui sont faibles. On n'est pas dans des critères HLM loyer modéré, puisque globalement, quand on se situe sur la zone A ou sur la zone B1, on a B1 qui regroupe 80% des Pinel aujourd'hui, 42 000 € net imposables. Donc, avec l'abattement de 10%, on est plutôt sur des gens qui vont toucher 46 ou 47 000 € par an pour un couple. Donc, on est plutôt sur des gens qui sont autour de 2 000 € par mois chacun. Donc, du coup, vous pouvez, en tant que propriétaire, avoir une action de sélection de locataires qui va faire en sorte que le risque d'impayé peut être aussi beaucoup plus minime que sur d'autres structures. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est finalement le diffus sans être dans des loyers et des revenus des locataires qui risquent l'aspect impayé potentiellement. Et puis, vous avez des plafonds de loyer à respecter pendant la durée d'engagement qui sont de 10,44 € en zone B1, 12,95 € en zone A. Ça, c'est pendant l'engagement. À l'issue de l'engagement, rien ne vous empêche de remettre des loyers de façon plus élevée. Ces loyers-là font que, normalement, c'est bien une incitation de la part de l'État qui font de dire à la fois on est dans des zones économiques, démographiques où il y a de la demande par rapport à une absence d'offre ou une faiblesse de l'offre, et à la fois vous offrez des logements avec des loyers qui sont quelquefois moins élevés que dans l'ancien classique. Donc, du coup, vous proposez à la location à des gens qui vont être intéressés parce qu'à la fois, ça va être des bâtiments qui vont être économes énergétiquement, ils vont payer moins de chauffage et en plus de ça, ils vont avoir des loyers qui vont être moins chers que dans l'ancien de la ville. Donc là aussi, intérêt là-dessus. Mais bien entendu, l'immobilier, c'est l'emplacement. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est bien entendu la proximité des zones d'emploi, la proximité des transports en commun. Pourquoi zone d'emploi? C'est parce qu'aujourd'hui, vous touchez une population de jeunes, souvent, et en règle générale, ils n'ont plus trop envie d'avoir 1 heure d'embouteillage pour aller se travailler, et que leur volonté, c'est de travailler à 10 ou 15 minutes de chez eux. Et par contre, ils veulent, lorsqu'ils sont de retour chez eux, pouvoir aller dans le centre de la métropole en transport en commun, en tram, en métro, très accessible pour pouvoir profiter de la vie métropolitaine. Donc, du coup, ces différents critères-là, je suis sur un territoire où il faut regarder les bassins d'emploi, les bassins d'emploi qui sont en tension, le pourcentage de logements vacants sur la commune. Et avec ces critères-là, vous avez un cahier des charges qui vous permet de dire cet investissement-là, les locataires seront présents, je n'aurai pas trop de difficultés à le louer. Je peux d'ailleurs peut-être me permettre de la loyer impayé ou la vacance locative d'en faire une économie. Et comme c'est des endroits où il y a une demande, et ben, dans le temps, peut-être que ce sont des endroits où si jamais je devais revendre ce bien-là, vraiment, il serait revendable plus facilement que dans des zones où il n'y a pas de demande. Bien entendu, au-delà de ça, il faut regarder après la qualité du bâtiment, des parties communes, des parties privatives et de l'environnement de la résidence. Et juste en synthèse sur le Pinel, c'est juste de vous dire malgré tout que quand on fait les calculs, eh bien, en fonction de la tranche marginale d'imposition, les loyers, bien entendu, cet investissement, il va être en partie payé par des locataires qui vont payer sur l'ensemble des 12 ans
à peu près 50% de l'ensemble des charges d'investissement, donc de mensualité, et des charges de générales, copropriété et autres. 50% vont être payés par le locataire. La réduction d'impôt, c'est finalement l'État qui va payer à votre place une grande partie, on l'a vu, 18% sur 9 ans, une grande partie de l'immobilier, 20%, et ça veut dire que l'épargne à consacrer va être de 30%. C'est une petite tirelire, vous mettez 30%, l'État en met 20%, le locataire en met 50%, et à la fin de la réduction d'impôt, vous avez 100%. Et bien, globalement, quand on fait un taux de rendement sur ce principe-là, on arrive à 8-10% en considérant un prix de vente qui soit équivalent au prix d'investissement de départ. Ça veut dire pas de plus-value et pas de moins-value. Donc, faire un TRI, un taux de rendement sur cet investissement-là de entre 8 et 10%, je ne connais pas réellement beaucoup de placements financiers qui vont faire du 8 à 10% avec une sécurité sur la garantie sur les loyers. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. La question, elle est, une fois que la réduction d'impôt est finie, bien entendu, vous n'avez plus cette partie-là de réduction d'impôt et vous êtes dans les revenus fonciers. Voilà, je vais aller assez rapidement pour vous… un bien qui vaut 200 000 euros, c'est 42 000 euros de réduction d'impôt, qui génère un complément de revenu à la retraite lorsque effectivement la mensualité sera finie de payer. Et pour une épargne personnelle à avoir pendant la durée de la défiscalisation, entre 300 et 350 euros par mois. Par rapport à la capacité d'épargne de certains d'entre vous, 300 à 350 euros, vaut-il mieux le mettre sur un contrat d'assurance vie fonds euro, sur un livret A, ou est-ce que je peux mettre 300 à 350 euros tous les mois sur un investissement immobilier de 200 000 euros qui protège mon conjoint et mes enfants, qui me donnera des revenus complémentaires une fois que le prêt sera fini de payer et qui m'octroie une économie d'impôt de 42 000 euros sur 12 ans. Comment j'ai fait pour arriver à 300 euros par mois? Tout simplement, vous avez des loyers, vous avez un budget partiel, pendant 12 ans, un loyer, 560 euros par mois. Ne me demandez pas, on est sur T2, Bordeaux, 10,50 €, plus les terrasses, plus la place de parking, 560 euros par mois. Économie d'impôt, 290 euros par mois si je ramène 200 000 euros, 4 000 euros par an de réduction d'impôt, 2%. 4 000 divisé par 12, 292. On est d'accord ensemble. Des mensualités avec 200 000 euros prêtés sur 20 ans à 2% par notre banque favorite, ça nous fait quelque chose qui tourne autour des 1 000 euros par mois. Je fais exprès d'avoir des chiffres assez ronds. Et puis des charges de copropriété, ceinture bretelle, assurance loyer impayé, assurance vacances locatives, frais de copropriété, taxes foncières, 168 euros par mois. Et bien globalement, les plus et les moins, on arrive à un budget partiel de 316 euros par mois. Donc, on voit qu'entre 300 et 350 euros par mois, tout va dépendre de la durée du prêt. Entre 300 et 350 euros par mois, on est bien sur quelque chose qui peut me permettre d'investir 200 000 euros et qui fait que si on se projette sur une durée de 12 ans, à la fin de la défiscalisation, on aura fait un TRI de entre 8 et 10% à la condition de revendre le prix au même prix que. Donc, ça veut dire qu'en 12 ans, on n'a pas pris 1 euro de plus-value. Donc, on a sécurisé cet aspect-là. Bien entendu, pourquoi? Parce qu'à l'acquisition, le neuf est toujours plus élevé, bien entendu, que l'ancien. Et je reviens à évoquer le fait que ce sont des biens aussi qui, en termes des qualités énergétiques, sont des biens qui peuvent être recherchés. La location meublée non professionnelle, donc du coup, un intérêt à regarder de près. Location meublée non professionnelle, on a vu tout à l'heure l'intérêt sur le plan fiscal, puisque c'est d'avoir des revenus complémentaires sans impôt pendant une durée de 20 à 25 ans. On peut le faire au travers de résidences gérées, on entend les résidences étudiantes, les résidences d'affaires, les résidences seniors, médicalisées, les EHPAD, des résidences de tourisme. Je pense, et nous pensons aussi peut-être collectivement ensemble, qu'il peut y avoir un marché non négligeable demain sur ces registres-là de la silver economy. Je pense qu'au travers de ce qu'on a pu vivre depuis 2 ans, la réflexion sur comment vivent nos aînés demain et comment nous vivrons lorsqu'on prendra de l'âge a tout son sens demain. Et je pense que l'État ne pourra pas faire autrement que de demander à des contribuables que nous sommes tous de se substituer un partie à eux pour pouvoir avoir cet aspect-là de logement de nos aînés demain. Donc, c'est quelque chose qui peut complètement avoir du sens.
l'intérêt, donc, du coup, d'aller sur ces choses-là. Après, on peut également faire du meublé, comme je vous l'ai évoqué, sur des appartements en diffus, où vous louez directement à des étudiants. L'intérêt, effectivement, de la résidence gérée, c'est que vous confiez le titre de propriété, qui est le vôtre, hein, sur un appartement, vous le confiez en termes de location à un professionnel du secteur, c'est-à-dire au gestionnaire de la résidence, qui, lui, va offrir, au-delà du logement, des prestations annexes et accessoires à ses occupants, à ses résidents. Vous n'avez donc aucun souci de gestion locative et lorsque les baux sont bien réalisés, et ça c'est à regarder de près, l'ensemble des charges sont pris en charge par le gestionnaire. Donc le renouvellement des meubles, par exemple, suite à l'obsolescence, mais également les travaux de peinture sont pris en charge, par exemple, par le gestionnaire complètement. Il vous délivre un rendement trimestriel, en règle générale autour de 3,5, 4,5%, en moyenne 4%, et on l'a vu tout à l'heure fiscalement, net d'impôts au travers de l'amortissement pendant une durée de 25 ans. Donc, vous avez ici un investissement patrimonial qui se fait avec une fiscalité égale 4% brut égale 4% presque net de charge. Même l'impôt foncier, quelquefois, peut être pris en charge par les gestionnaires et avec, du coup, net fiscal puisque vous amortissez comptablement. Voilà, globalement. Donc, ça, c'est une typologie d'actifs. Moi, j'aime ces aspects-là peuvent aussi répondre à un besoin de personnes qui sont plus âgées, qui disent vraiment j'ai un patrimoine immobilier locatif qui devient de plus en plus difficile à gérer sur le long terme, notamment par mon époux ou mon épouse qui s'y intéresse pas trop et qui, si jamais je décède, devra gérer ces actifs-là. Alors certes, il y a des agences, mais globalement, c'est quand même malgré tout des décisions à prendre quelquefois sur les travaux. J'arbitre et je vends ces biens-là, ou une partie des biens, et je réinvestis dans de la résidence gérée qui me donnera à moi et à mes héritiers aucun souci de gestion locative. Il y a un inconvénient quelquefois, ou en tout cas un point de vigilance important à regarder, c'est que par définition dans ces résidences-là, l'ensemble des copropriétaires vont avoir un seul et unique locataire, c'est le gestionnaire. Et ça veut dire que le pouvoir, il devient le pouvoir du locataire supérieur au pouvoir du propriétaire en termes de décision de mise en location. Si le gestionnaire, par exemple, bien entendu, fond les plombs et est en dépôt ou en liquidation judiciaire, et globalement, il va falloir que l'ensemble des copropriétaires retrouvent un autre gestionnaire et que ces gestionnaires-là puissent globalement, en règle générale, ils vont venir avec des loyers qui peuvent être non plus 4%, mais plutôt 2,5 ou 3%. Donc, faire attention à finalement la sécurité financière du gestionnaire. Et rapidement, d'autres dispositifs qui existent, c'est le dispositif de Normandie, je vais aller assez vite, ça représente exclusivement 245 villes en France. C'est de l'immobilier ancien réhabilité, à condition que l'entrepreneur qui fait les réhabilitations soit reconnu garant de l'environnement, donc soit labellisé RGE, et qu'il réalise du coup des travaux qui soient économes énergétiquement. C'est exclusivement dans les cœurs de centre-ville des 245 villes qui ont signé un plan avec l'État. Sur la Loire, Montbrison, Roanne, exclusivement. Ce dispositif-là est l'équivalent du Pinel. Ça veut dire que c'est du Pinel qui est exclusivement dans le neuf, mais dans l'ancien réhabilité, avec les mêmes avantages que le dispositif Pinel. Autre stratégie qui intéresse et qui peut intéresser, qui intéressera des gens qui sont très fortement fiscalisés et qui vont être fiscalisés et qui auront utilisé l'ensemble des niches fiscales de 10 000 euros. Vous savez que vraiment, on ne peut pas aussi aujourd'hui réduire de plus de 10% son montant imposable au travers des réductions d'impôts de ce qu'on appelle les niches fiscales. Lorsque les 10 000 euros ont été utilisés et par un Pinel avec d'autres dispositifs, par exemple salarié à domicile, il s'avère quelquefois que on sait que le Pinel, par exemple, faire autre chose dans la réduction d'impôt, je ne peux plus le faire puisque je suis plafonné à 10 000 euros. Le dispositif Malraux, c'est l'occasion d'acquérir un bien immobilier à rénover afin de le louer en location nue, on est toujours là-dessus, et de bénéficier d'un avantage fiscal qui est assez fort. Ces immeubles à rénover sont exclusivement dans certains centres-villes
ou centres historiques des grandes métropoles et en restauration d'un grand nombre d'immeubles qui sont situés dans des périmètres sauvegardés. On est dans le dispositif Malraux sauvegarde. Donc, c'est bien entendu pas toutes les villes. Il y a certains dispositifs dans certaines villes. On est sur de l'investissement patrimonial, qualitativement très patrimonial. C'est pour les gens qui aiment les vieilles pierres, j'oserais dire, et les belles pierres. Donc, aussi une capacité à se constituer un patrimoine d'extraordinaire qualité avec de la réalisation de l'ancien dans des villes monuments historiques. Et bien, ces dispositifs-là vous permettent de sortir du dispositif des niches fiscales. Donc, quand on a utilisé les niches fiscales, on peut utiliser une réduction d'impôt supplémentaire. Réduction d'impôt qui est de 22% ou 30% sur les travaux réalisés, puisque c'est l'immobilier réhabilité. Donc, la proportion des travaux dans le prix de revient de l'appartement, dans la limite de 400 000 euros, 400 000 euros de travaux à 22% ou 30% de réduction d'impôt, étalé sur 1 an ou sur 4 ans, tout dépend des factures. Quelqu'un qui a une grosse cession d'entreprise ou un gros indemnité de départ à la retraite, par exemple, qui sait qu'il va être fiscalisé dans une tranche assez haute ces années-là, et quand on le sait, en amont, un dispositif Malraux pour justement casser la fiscalité exceptionnelle sur les revenus exceptionnels qu'on va toucher ces années-là, a tout son sens, j'oserais dire, aussi. Donc là aussi, une stratégie foyer fiscal forte imposition et qui a utilisé l'intégralité des niches fiscales de 10 000 euros. On va plus loin encore dans la capacité de déductibilité, c'est ce qu'on appelle le monument historique, où là, on est sur de l'immobilier monument historique avec l'architecte des bâtiments de France, qui doit respecter du coup des normes qualitatives des matériaux utilisés, avec le label Fondation du patrimoine. Ça, c'est important, un engagement de conservation pendant 15 ans. Il faut le faire avec des opérateurs qui sont spécialisés sur ces domaines-là. Et on a des opérateurs qui sont très qualitatifs sur ces choses, sur ces typologies d'actifs. Et vous allez pouvoir non pas être en réduction d'impôt, mais déduire l'ensemble des charges de travaux de vos revenus fonciers et sans limitation de montant. Tout à l'heure, j'avais évoqué 10 700 euros imputables sur le revenu global. Et bien là, il n'y a pas de limite. Donc là aussi, lorsqu'on a des revenus importants, 41, 45% de tranche d'imposition, va pouvoir casser les 45%, y compris avec des revenus professionnels importants à un instant T, ben ça a tout son sens puisqu'on va pouvoir carrément aller chercher les tranches de 41 et 45. Avec des dépenses de travaux, bien entendu, tout est déductible, y compris, effectivement, là, à l'inverse, y compris les travaux de reconstitution de toiture ou de murs, ce qui est interdit dans les déficits fonciers. Donc là, du coup, les honoraires d'architecte, bref, alors c'est des choses très, un marché de niche, j'en conviens, qu'il faut savoir analyser avec où l'offre est limitée en termes de volume d'investissement, avec des opérateurs qui ont, pour certains, pignon sur rue et qui savent faire ce métier-là, et auquel il faut s'entourer. Et en tout cas, je suis à vos dispositions pour travailler éventuellement sur ces thématiques-là qui sont à regarder de près. Et puis, je finirai sur la partie immobilière. L'immobilier, ce n'est pas exclusivement un appartement ou une maison qu'on met en location, meublé ou nu. On a vu que tous les dispositifs d'incitation fiscale, ils ont tous un point commun, c'est que ça doit être du revenu foncier. La location meublée, on a vu son intérêt aussi. Tiens, je fais juste un petit encart. Quelquefois, un revenu foncier peut être transformé en revenu BIC si jamais l'appartement, on décide non plus de le louer nu, mais de le louer meublé. Et auquel cas, on passe en BIC. Donc ça aussi, c'est une stratégie. Notamment après la période de défiscalisation ou de réduction d'impôt. 9 ans ou au bout de 12 ans. C'était juste un petit encart. Et j'en viens aussi à l'autre typologie d'actifs immobiliers, c'est aussi de pouvoir investir dans des sociétés, des organismes de placement collectif en immobilier. Ça veut dire que vous cotisez, vous souscrivez des parts, moi j'en souscris, de nombreux autres épargnants souscrivent. Et avec ces souscriptions-là, c'est des millions d'euros d'actifs qui sont gérés par les gérants de la SCPI. Et avec ces souscriptions-là, les gérants vont investir de l'immobilier professionnel souvent, mais on peut avoir des SCPI et on a des SCPI spécialisés, commerce, bureau, logistique, santé, clinique privée,
tient à avoir 10 000, 20 000 euros de parts de sociétés de placement immobilier qui sont spécialisées dans les cliniques privées ou dans les résidences EHPAD ou médicalisées, ben, c'est quelque chose qui peut ne pas être inintéressant. J'ai dit 10 000 ou 15 000 euros, ça veut dire aussi que du coup, ça va s'adapter à une clientèle qui n'a pas obligatoirement une capacité d'endettement à hauteur de 200, 220 000 euros ou 150 000. On peut aussi les souscrire de façon assez régulière. Alors bien entendu, c'est ce que j'évoquais, nos critères de sélection à l'Institut du patrimoine, c'est effectivement quel type de SCPI préconiser. Est-ce que ce sont des anciennes capitalisations, c'est-à-dire des actifs qui sont déjà là, ou au contraire, est-ce que ce sont des nouveaux actifs? Est-ce que ce sont des actifs, si c'est des anciennes, souvent il y a de multiples locataires. L'intérêt de la SCPI, c'est la mutualisation des risques. Ça répond du coup aussi à un besoin de sécurité du rendement, puisque globalement, un seul locataire ne va pas représenter plus de 2 à 3% de la totalité des recettes locatives. Donc du coup, même s'il y a un locataire parmi la SCPI qui ne paye pas le loyer, en règle générale, ça ne va pas impacter le rendement complet sur une durée très longue. Et puis, on regarde également le taux d'occupation. Donc, c'est ce que j'évoquais. Ça peut être investi soit en cash pour des gens qui ont une tranche. Alors, c'est en revenu foncier, tout à l'heure, je l'ai évoqué, donc plutôt à des gens qui ont des tranches d'imposition assez faibles ou qui sont en déficit foncier reportable avec des déficits fonciers importants et dans lequel on sait qu'on ne va pas pouvoir reporter sur des futurs revenus. Bah, tiens, c'est l'occasion d'avoir des revenus fonciers positifs. J'ai mis dans ce critère-là, usufruits, on peut aussi les acheter à crédit. On l'a dit tout à l'heure pour des gens qui ont une capacité d'endettement plus faible, mais on peut également l'acheter en démembrement de propriété. Le démembrement, c'est de pouvoir acheter exclusivement le droit à toucher des revenus. Je n'investis pas le risque en capital, la plus-value potentielle sur mes parts, la plus-value potentielle sur les actifs. Je ne veux, en tant que contribuable, ne pas prendre ce risque-là positif ou négatif, je ne veux que toucher les revenus. Et bien, globalement, une personne morale, on va le voir, peut investir une partie de sa trésorerie excédentaire sur l'investissement temporaire de cet usufruit-là, le droit à toucher des loyers pendant une durée, 7 ans, 10 ans, 15 ans. On va le voir un peu plus tout à l'heure. Et puis, l'autre pendant de l'usufruit, c'est la nue propriété. Et là aussi, investir en nue propriété des parts de SCPI, on le verra tout à l'heure, tout de suite, aussi sur un bien immobilier propre, c'est-à-dire un appartement ou une maison, ça veut dire que globalement, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas besoin des revenus aujourd'hui, qui vont accepter de ne pas toucher de loyer pendant 10 ou 15 ans. L'acceptation du fait de ne pas toucher de loyer, c'est que je vais demander à ce qu'à l'acquisition, je paye moins cher. Et en fait, l'ensemble de ces loyers-là que je ne vais pas toucher, je vais les avoir en réduction du prix d'acquisition en investissant la nue propriété. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont une tranche marginale d'impôt assez élevée. Pendant 15 ans, je n'aurai pas de revenus locatifs. Des gens qui ont 45, 50 ans, qui sont aujourd'hui dans des tranches élevées, qui veulent préparer leur retraite demain, c'est-à-dire avoir des revenus complémentaires. Dans 15 ans, je les aurai. Je serai plein propriétaire dans 15 ans. J'aurai mes revenus complémentaires et pendant les 15 premières années, je n'aurai rien déclaré et j'aurai payé beaucoup moins cher, on va le voir, entre 60 et 70% du prix de l'appartement ou là du prix des parts. La contrepartie, c'est celui qui va avoir acheté l'usufruit, qui peut être une personne morale quand on va parler de SCPI et qui sera un tiers lorsqu'on parlera d'un bien immobilier. Juste, c'est ce que j'évoquais là en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez le droit de vous y intéresser fortement. On peut, sur une partie de la trésorerie excédentaire de l'entreprise, à condition de ne pas être en acte anormal de gestion sur l'entreprise, à regarder avec votre expert, et aussi à condition d'avoir une trésorerie excédentaire, mais on accepte de rendre illiquide pendant 7, 10, 15 ans, investir l'usufruit de parts sociales. Et vous aussi, en tant que personne physique, à titre personnel, vous pouvez investir la nue propriété et finalement, sur une base de 100 000 euros, on va répartir 70 000 euros pour le nu propriétaire, 30 000 euros pour l'usufruitier. L'usufruitier étant la personne morale, le nu propriétaire étant vous-même ou quelqu'un d'autre. En investissant l'usufruit, lorsque c'est une personne morale qui investit, vous allez pouvoir amortir comptablement le prix de l'investissement de l'usufruit sur la durée du démembrement.
Donc, ça veut dire que vous allez toucher des loyers sur 100, perception des revenus sur 100, en amortissant comptablement le prix de l'usufruit sur la durée du prêt, sur la durée du démembrement. Ça veut dire que sur le plan de l'impôt sur les sociétés, vous avez un rendement de 4% pratiquement net fiscal, puisque le montant de l'impôt sur les sociétés à payer sera le frottement fiscal qu'on appelle à l'IS, l'IS à 15 ou 25, 28 maintenant, 26,5, est réduit à la plus simple expression, puisque c'est les loyers encaissés moins l'amortissement de l'usufruit pendant 15 ans, ou 10 ans, ou 7 ans. Donc, c'est l'occasion de faire à titre personnel sur votre trésorerie d'entreprise une rémunération de la trésorerie excédentaire d'une partie de la trésorerie à hauteur de 3,5 et 4,5% tous les ans. C'est mieux qu'un CAT. En tant que propriétaire, j'investis 70% sur une durée de 15 ans, par exemple. 60%, c'est-à-dire 40% de moins. 40% sur une durée de 15 ans, ça fait un placement à 2,5%. Et je ne touche pas de loyer, donc pas d'impôt. J'ai fait un placement à 2,5%, puisque je vais récupérer dans 15 ans une base 100, alors que je l'ai investi 60% 15 ans avant. J'aurais fait un placement à 2,5%. Net fiscal, c'est meilleur qu'un fonds euro qui rémunère à 0. 5, 0 ou moins de 1% sans doute. La réunification de l'usufruit vers la nue propriété se fait automatiquement au bout de la fin du démembrement, sans fiscalité. Si jamais vous revendez les parts de SCPI après les 15 ans en tant que plein propriétaire une fois que le démembrement est fait, la plus-value va s'analyser avec le prix de la pleine propriété initialement et non pas le prix d'acquisition, c'est-à-dire 60 ou 70%. Voilà, donc je vais finir sur ces choses-là. Donc, du coup, le profil de l'usufruitier, c'est souvent, et ça peut être intelligemment, la personne morale que vous dirigez, sur une partie de vos liquidités. Attention à l'acte anormal de gestion, attention à l'illiquidité pendant la durée du démembrement. Il ne faut pas avoir besoin de revendre cet usufruit-là pendant la durée. Ça peut ça. Et aussi pour des personnes à titre personnel qui peuvent avoir un déficit foncier reportable, puisque ça vous permet d'avoir des revenus plus importants que si vous achetez la pleine propriété. Voilà. Et pour le nu propriétaire, ce que j'évoquais tout à l'heure, des gens aussi qui sont lourdement imposés à l'impôt sur la fortune immobilière, qui ont dépassé les seuils des 1,3 million € et qui veulent continuer malgré tout à investir dans l'immobilier. En tant que nu propriétaire, je sais que pendant 10 ou 15 ans, je ne paierai pas d'IFI sur cet investissement-là, puisque ce sont les usufruitiers qui déclarent l'IFI. Donc, ce n'est pas moi en tant que nu propriétaire. Donc, ça vous permet de continuer à être sur un investissement immobilier tout en étant hors IFI. Pour des gens qui investissent en une propriété, on est aussi dans la capacité à pouvoir se procurer des revenus complémentaires lorsque je serai à la retraite. Alors qu'aujourd'hui, lorsque je suis en pleine activité, je sais que si j'ai des revenus complémentaires, ils peuvent être lourdement fiscalisés en tant que revenus fonciers. Ça s'adresse aussi à des gens qui ne veulent pas avoir pendant 15 ans de soucis de gestion locative, puisqu'en tant que propriétaire, je ne toucherai pas de loyer, je n'aurai aucune charge à payer, y compris pas d'impôt foncier. Voilà, juste je passe assez vite et je préfère avoir un peu de temps à vous répondre éventuellement à certaines questions. J'ai vu que l'heure était passée sur l'heure. Juste évoquer que la nue propriété et le démembrement peut se faire également sur un bien immobilier, un appartement, une maison, souvent des appartements, souvent dans le neuf ou dans la réhabilitation de l'ancien, où vous avez des opérateurs qui proposent soit au moment de la construction en VFA, soit une fois que la réhabilitation est faite, qui vont après revendre ces immeubles-là, à la fois en nue propriétaire et nue propriétaire, et à la fois à des usufruitiers qui vont être des bailleurs institutionnels. Bailleurs institutionnels, c'est des bailleurs sociaux, souvent pour lesquels ils bénéficient du 1% logement des entreprises. Ces investissements-là, en règle générale, ils sont faits dans des métropoles, dans des villes en tout cas, où l'immobilier est assez cher. Et là, Paris, par exemple. Paris, banlieue parisienne, mais aussi Côte d'Azur, mais Bordeaux, Lyon. L'immobilier est assez cher, où ça ne sert à rien de faire du Pinel. Ça ne sert à rien de faire d'autres typologies, mais par contre, et où on a souvent dans ces villes-là, une difficulté que les municipalités ont, c'est qu'ils ne respectent pas les critères des 20% de logements sociaux, entre guillemets. Ben, c'est une façon pour les bailleurs institutionnels, qui sont les bailleurs sociaux de ces villes-là, de pouvoir
investir avec un montant réduit à 30 à 40% du prix réel pendant 15 ans et de pouvoir loger plus de personnes que s'ils avaient investi 100%. Ils savent qu'au bout de 15 ans, le bail va tomber et le bien sera libre d'engagement de bail, d'engagement locatif. Le plein propriétaire, c'est-à-dire le nu propriétaire d'aujourd'hui qui deviendra le plein propriétaire dans 15 ans ou dans 20 ans, va récupérer la pleine propriété du bien, pourra y habiter lui-même. Stratégie, je veux pouvoir profiter d'un pied-à-terre sur la Côte d'Azur ou à Paris dans 15 ans. Stratégie, je suis plein propriétaire, je revends alors que je l'ai acheté que 60% du prix. Et j'ai investi à Paris où la plus-value est encore à venir potentiellement, peut-être pas à Paris depuis 1 an, mais dans des métropoles en tout cas où le prix va se tenir. En plus sur des immeubles réhabilités ou pratiquement neufs. Stratégie, j'ai besoin de revenus complémentaires dans 15 ans. J'ai des revenus complémentaires dans 15 ans, c'est ce que je voulais faire, alors que 15 ans avant, je l'ai investi avec 60% seulement du prix. Voilà, c'est un peu en règle générale, les typologies, c'est à la fois des gens qui veulent réduire leurs revenus fonciers, parce que bien entendu, lorsqu'on investit la nue propriété, bien entendu, on n'a pas de revenus locatifs. Hein. Donc attention, comment le payer? On peut le payer cash si on a du cash, arbitrage potentiellement d'assurance vie faiblement rémunératrice. On peut aussi emprunter pour l'acquérir et les banquiers prêteront et les intérêts d'emprunt, in fine d'ailleurs aussi, intérêts d'emprunt vont se déduire des revenus fonciers que vous pouvez avoir. Le cas 1 du couple qui a déjà des revenus fonciers positifs, ils vont une économie d'impôt. Le cas 2, c'est la personne qui a envie d'investir de l'immobilier, mais qui ne souhaite pas avoir de contraintes de gestion locative. Ça s'adresse aussi là-dessus, puisque pendant 15 ans, j'en aurai pas. Le cas 3, c'est le couple qui a déjà de l'immobilier en termes de patrimoine assez important et qui dépasse les seuils de l'IFI, on a vu tout à l'heure, c'est l'occasion de pouvoir investir sans être dans l'IFI pendant 15 ans. Et puis le cas 4, que j'aime beaucoup aussi, c'est effectivement des gens qui ont déjà des biens, sont proches de la retraite ou déjà à la retraite et qui savent que le revenu à la retraite, il est pourvu, leur train de vie est pourvu aujourd'hui par les revenus qu'ils ont, qui veulent continuer à investir, mais qui veulent également que cet investissement, ils puissent éventuellement le donner assez rapidement à leurs enfants et le transmettre. Et comme j'ai fait un investissement avec un démembrement temporaire, je vais pouvoir, si je donne suite à l'acquisition, permettre à mes enfants de pouvoir disposer de ce bien-là et des revenus de ce bien-là dans 15 ans, alors que moi-même, en tant qu'investisseur au départ, je peux être encore en vie dans 15 ans si j'ai 60 ans. Donc, ce n'est pas un démembrement viager, comme l'est une donation d'un bien, avec réserve d'usufruit viager, mais c'est un démembrement temporaire. Donc, c'est un moyen de transmettre à des enfants, voire des petits-enfants, la capacité à pouvoir, dans 10 ans, dans 12 ans, dans 13 ans, récupérer ce bien et les revenus locatifs de ce bien. Donc, une stratégie de transmission. Voilà, j'en ai fini. Vous voyez que globalement, on a la capacité d'avoir des dispositifs immobiliers très divers qui répondent à des stratégies diverses également, stratégies qu'il faut identifier en amont, je reviens en arrière, grâce à un conseil patrimonial qui prend en compte à la fois votre patrimoine d'aujourd'hui, votre fiscalité aujourd'hui, la fiscalité de demain, vos objectifs de revenus complémentaires. Et avec ça, on va définir ensemble des stratégies différentes et du coup des typologies d'investissement qui vont être différents. Voilà. Je suis à même à répondre à vos questions si vous en avez ou si vous en avez eu grâce au web pour les prochaines minutes. Alors, il n'y a pas de questions dans la rubrique. Merci Christophe, c'était très intéressant, très riche, très complet. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez plus de précision, Christophe se rendra disponible sans hésiter, bien sûr. Il n'y a pas de questions dans la rubrique chat, donc on va… En tout cas, merci beaucoup pour votre je dirais pas accueil, en tout cas pour votre intérêt sur le sujet. Écoute, bien entendu, je suis à votre disposition par le biais d'Axence aussi, à pouvoir prendre rendez-vous ensemble pour justement faire la première base qui est le conseil patrimonial au départ et se définir avec vous les stratégies ou répondre à des interrogations que vous avez plus à titre personnel. Et je comprends qu'on puisse être amené à ne pas trop les poser dans le cadre d'un webinaire. C'est un peu plus compliqué. Voilà, en tout cas à votre disposition.
Merci beaucoup de votre écoute. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.